Bonjour et bienvenue sur la télévision Shekina et merci encore de votre confiance sans cesse renouvelée. Des femmes violées, agressées, des personnes agressées au volant de leur véhicule, des passagers volés au bord d'un taxi. De jour comme de nuit, les populations vivent désormais dans une psychose sans précédent. Un phénomène qui échappe aux autorités gabonaises. Pierre Parfait Badikoum. Braquage, enlèvement, viol et meurtre. Dans la capitale gabonaise, on assiste à une montée vertigineuse de l'insécurité. Et contre toute attente, au silence impressionnant des autorités gabonaises qui peinent à garantir la sécurité des biens et des personnes vivant dans le pays. En cette période d'annonce des élections législatives, les parents sont priés de faire plus attention, de veiller davantage sur leurs enfants, principales victimes des auteurs de ces enlèvements et de ces crimes, dits crimes rituels ou crimes de sang. Il leur est particulièrement déconseillé la fréquentation des boîtes de nuit et bars, au risque de devenir des proies de ces criminels. De même, il est conseillé de faire passer des messages d'alerte sur les réseaux sociaux, afin de mettre en garde les populations sur certains individus dangereux, numéros de véhicules d'enleveurs d'enfants, et d'indiquer les lieux à ne pas fréquenter de nuit comme de jour. Mais quels que soient les moyens de précaution, il faut que l'État prenne ses responsabilités, car si cela n'est pas fait, il est à craindre que l'on assiste à une justice populaire. Dans la province de l'Ogooué-Maritime, la prise en charge des handicapés lourds est désormais une priorité pour certaines ONG. Nos reporters de Média Plus pour le compte rendu. Le handicap lourd chez la personne adulte comme chez l'enfant demeure une préoccupation majeure pour de nombreuses organisations non gouvernementales implantées dans la commune de Port-Gentil. Le combat manifesté par celle-ci vient à point nommé au moment où les services publics semblent être au bord du gouffre face à la situation du handicap qui ne cesse d'interpeller l'ensemble des populations gabonaises. Certes, il est difficile de parler d'une véritable prise en charge de ces personnes vulnérables de nos jours, mais il n'en demeure pas moins d'apprécier les actions qui sont mobilisées autour de ces dernières depuis quelques années, comme c'est le cas pour l'ONG Synergie Enfants Gabon. Nous avons pu mener une série d'actions dont des prises en charge de gestes chirurgicaux lourds pour des enfants pieds-bots. On a pu en faire 2, en sachant que là, c'est une moyenne pour un pied, on peut aller chercher jusqu'à 2 millions de francs CFA en intégrant les charges liées à l'opération et éventuellement tout ce qu'il y a comme frais de médicaments et de rééducation par la suite. Le nombre vertigineux de consultations effectuées par ces volontaires expliquerait l'urgence de la situation du handicap lourd exposé sur le plan local ces dernières années. Je vous prends le cas de l'année 2017, plus de 310 consultations d'enfants. Vous voyez là quand même que c'est un chiffre non négligeable, en sachant que nous sommes sur un domaine bien spécifique du handicap lourd, par exemple les infirmes moteurs cérébraux. Il n'y a pas là sur la place les structures publiques une prise en charge qui permette d'apporter un soutien aux familles. Effectivement, il y a une complémentarité sur certaines consultations. Elles se font au niveau de l'hôpital de Tiangué pour pouvoir, parce que nous, on n'a pas vocation ici à être une structure médicale. Au-delà des insuffisances constatées, principalement l'absence des structures appropriées, les stratégies visant à trouver des solutions face à cette problématique de prise en charge des enfants handicapés lourds sont en voie d'élargissement à travers la ville pétrolière du Gabon. Autre contribution, notamment des leaders politiques et opérateurs économiques, pourrait accentuer ces avancées significatives.
Le collectif des jeunes d'Akébé Plaine a décidé d'assainir son environnement le plus proche et lutter efficacement contre l'insécurité qui sévit dans le dit quartier. Une initiative saluée par tous. Les détails avec Inès Ngonga Mombo de la Saverne. Voici à quoi ça donne le collectif des jeunes d'Akébé Plaine qui a décidé de lutter efficacement contre l'insalubrité et l'insécurité dans leur quartier, afin de s'arrimer à la décision prise par les plus hautes autorités en instaurant la journée citoyenne. Ici, curage des caniveaux et ouverture des passages d'eau étaient au rendez-vous. Les responsables du dit collectif nous édifient davantage. Je suis la trésorière du collectif des jeunes d'Akébé Plaine. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour entretenir notre quartier. On s'est rendu compte qu'il y avait des dépôts qui se tournaient autour de maisons. Le quartier était tellement sale, comme on ne peut pas attendre l'administration, on ne peut pas attendre le gouvernement pour venir faire ça pour nous. La mairie, nous-mêmes en tant que jeunes, nous nous sommes levés pour dire que ça suffit. Il faudrait que nous puissions assainir nos alentours pour essayer d'aider nos grands-parents, nos vieilles mamans, nos frères et nos sœurs qui ne peuvent pas le faire. Donc, en tant que jeunes, c'est notre apport que nous amenons pour le bien-être de notre quartier. Dans notre quartier, on ne va pas laisser la saleté nous prendre le dessus d'abord. Et nous nous sommes décidés il y a maintenant un mois, pratiquement un mois, en association de curer. Ce n'est pas la première sortie, hein. On en a curé un peu plus bas, là où il y avait plus de boulot, des inondations d'ailleurs. On a curé dans les caniveaux un peu plus bas, on a ouvert le passage d'eau. Et aujourd'hui, ce matin, vu le programme établi par le bureau, nous avons décidé de curer les caniveaux à la voie publique. Alors nous sommes pratiquement à notre troisième sortie ou quatrième sortie. Vous comprenez avec moi que ce n'est pas de la rigolade, il faut qu'on se prenne en charge. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Une initiative saluée par les habitants d'Akébé Plaine qui peuvent désormais vaquer librement à leurs occupations en toute sérénité. Je suis très heureux de voir le comité des jeunes d'Akébé faire leur travail, le nettoyage sincèrement, parce que sans ce nettoyage, les caniveaux vont toujours se remplir. Depuis que la sécurité des jeunes d'Akébé se sont réunis, on voit quand même qu'il y a une sincérité, il y a quand même une innovation, et il n'y a plus trop d'embuscades. Bon, je crois que ça commence à y aller. J'apprécie très très bien ce qu'ils sont en train de faire là, nettoyer les caniveaux et tout et tout. Là, il y a un très très changement, hein. On doit à l'est maintenant, il n'y a plus le désordre quoi. Même le soir comme ça, tu marches à l'est. Espérons toutefois que cette initiative se pérennisera et que l'incivisme qui a longtemps caractérisé ses habitants puisse être banni. L'œuvre de Jérôme Okinda, immortalisée dans un livre fragment de vie et témoignages dont la présentation a été rendue officielle dans la salle Arambo Archicombe. Une œuvre écrite par Jérôme Okouri et Jean-François Oyaye. Arnaud Babokong et Bertrand Koumeleka pour le compte rendu de notre rédaction. La salle Arambo a constitué la deuxième et la dernière étape du programme de vernissage de l'œuvre de Jérôme Okinda. Fragment de vie et témoignages des auteurs Jean-François Oyaye et Jérôme Okundi a été officiellement présenté au public composé de potentiels lecteurs et admirateurs. Ce livre retrace le parcours exceptionnel et glorieux de Jérôme Okinda, un haut commis de l'État. Ce livre qui porte sur Jérôme Okinda et son temps est pour nous l'examen d'une curieuse relation que les Gabonais ont tissée avec leur pays, leur territoire national. Ce qui nous amène directement à un questionnement que nous estimons central. En effet, pourquoi écrire sur ces gens-là, ceux qui ont maintenu l'asservissement au sein de notre pays? Pourquoi écrire sur Okinda, Jérôme, Gondjou, Paul-Marie, Mba Léon,
etc. Ce livre, Jérôme Okinda et son temps, est donc pour nous une façon de faire un examen de cette curieuse relation que les Gabonais ont, d'une manière peut-être non voulue, tissée avec leur pays, leur territoire. Ce livre biographique, dont la présentation coïncide avec la 6e année de commémoration de la mémoire de Jérôme Okinda, a été rendu possible grâce à l'implication du ministère des Comptes publics, notamment de son secrétaire général Arthur Bengan Djembe. L'optique de cet ouvrage est de signifier la reconnaissance de la nation à ce grand homme d'État Jérôme Okinda. Une reconnaissance qui n'a pas laissé indifférente la famille de l'illustre disparu, bien représentée à l'occasion de cette présentation officielle. Dans la capitale économique, la légalisation des documents administratifs dans les différentes mairies devient un parcours de combattant pour les populations. Le reportage de Média Plus. La question autour de la légalisation des documents au sein des mairies suscite encore de nos jours des interrogations auprès des populations du fait que pour la légalisation de certains documents administratifs, tels que le procès verbal d'un conseil de famille ou du permis de conduire, les usagers sont orientés vers le tribunal ou vers l'administration où le document a été produit. Le non-respect de cette règle donne ensuite à la non-validation de celui-ci. Une situation qui a pu être recadrée lors du récent séminaire auquel participaient juristes et agents municipaux. Il faut dire que tout document se légalise au niveau de la mairie. Il suffit d'avoir comme support un original. Ce que nous disent souvent les populations, par exemple pour ce qui concerne certains documents comme la CENI, la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, mais tous ces documents-là se légalisent au niveau de la mairie. Maintenant, sauf si on parle d'authentification, ça s'authentifie dans les administrations d'origine. Outre la problématique sus-énumérée, certaines obligations et droits du citoyen ont également été évoqués. Un homme outillé et libre, c'est d'abord celui qui est bien formé. Et nous allons dire que souvent il y a des choses qui se faisaient par habitude, mais ce que ne dit pas la loi. Or là, nous revenait justement de faire les choses selon ce que dit la loi. Nous pensions par exemple que pour les oppositions de mariage, seuls les ascendants avaient ce droit-là. Évidemment, après avoir rempli une lettre. Or là, on nous a fait comprendre que pour les oppositions de mariage, c'est toute personne intéressée. Et par exemple, si avec le marié, vous avez une relation qui demande votre intervention, à ce moment-là, vous pouvez porter plainte. Pour plus d'informations, les populations sont invitées à se rapprocher des services compétents dans les différentes mairies, car il en ressort que la désinformation et l'ignorance des usagers résultent de leur manque de volonté à aller vers l'information. Rien à voir avec ce qui précède. 6 médecins venus de l'extérieur du pays étaient de la partie lors de la 11e édition des journées médicales destinées aux populations gabonaises. Théâtre de cet événement, le centre régional de Lambaréné. Sur les lieux, pour le compte de notre rédaction, Ephraim Biogoïdzo, qui est notre envoyé spécial. C'est désormais une coutume. C'est désormais une coutume. Chaque année, et en pareille circonstance, la capitale migovéenne, par le canal de ses fils, organise les journées médicales. Celles-ci permettent à l'ensemble des couches sociales de pouvoir bénéficier gracieusement des soins gratuits. Pour cette 11e édition, un accent particulier a été mis sur l'ophtalmologie et la stomatologie. Le centre hospitalier régional de Lambaréné, théâtre des dites activités, a notamment refusé du monde. Les patients arrivent ici, se font d'abord tester pour voir leur vision sur cet appareil. Ensuite, les médecins examinent à la lampe à
Les patients qui ont besoin d'être opérés vont directement au bloc opératoire. Et ceux qui ont besoin de lunettes font tester leur vision. Et ensuite, les lunettes leur sont fournies par un collègue. À chacune des éditions, ces spécialistes de la médecine reçoivent en moyenne 3000 patients, dont le quart est constitué très souvent des personnes confrontées aux problèmes. Cette année, nous avons reçu 6 médecins français. Et nous avons des malades qui viennent de partout, de tout le Gabon, pratiquement, parce qu'il y en a qui viennent de Libreville, qui viennent de Yem, de Port-Gentil. Et donc, c'est une opération assez complexe. Et nous avons quand même réussi à nous maintenir jusqu'aujourd'hui. Et l'année prochaine encore, si Dieu nous le permet, nous serons là pour pouvoir répondre aux attentes des populations dans le secteur de la santé. Nous souhaitons être mieux accompagnés parce que c'est une œuvre d'utilité publique et nous souhaitons qu'effectivement ceux qui peuvent nous aider le font avec promptitude le mois venu parce que c'est souvent ça l'organisation. Vous savez, vous imaginez qu'un événement aussi important demande des moyens conséquents. Donc, mais nous nous y attelons et le chef de l'État qui est sensible aux soins des populations nous vient en aide pour pouvoir organiser ces journées médicales. Nous osons croire que cet appel qui vise à rendre cette action pérenne ne puisse pas tomber dans les oreilles de sourds. Le tétanos, qui est une maladie infectieuse due à une bactérie, cette dernière fabrique une toxine s'attaquant au système immunitaire et provoquant des paralysies. Écoutons cette analyse de notre rédaction sur la question. La bactérie qui est à l'origine du tétanos présente dans la terre pénètre dans le corps humain lors de blessures, coupures avec objets souillés, rouillés, épines. Cette maladie peut être mortelle, comme nous l'a signalé un professionnel de santé, si elle n'est pas prise en charge à temps. Elle provoque des spasmes violents, des paralysies pouvant affecter les systèmes respiratoires et cardiaques. La bactérie responsable de cette maladie est le Clostridium botulinum. Cette dernière est présente dans la terre. Lors de blessures, des fractions cutanées, plaies, hémorragies, brûlures, morsures, piqûres de rosier, la bactérie peut pénétrer dans le corps humain et y fabriquer sa toxine. La bactérie se plaît dans les endroits dépourvus d'oxygène. Elle se multiplie rapidement dans les plaies sales et profondes. Les personnes à risque sont les personnes non vaccinées, les personnes âgées, les jardiniers qui travaillent beaucoup avec la terre, les diabétiques, car souvent elles ne savent pas qu'elles sont blessées, les enfants. Le tétanos provoque des contractures et des spasmes en alternance. Les complications graves de la maladie sont des paralysies respiratoires et cardiovasculaires, troubles du rythme cardiaque. Nous parlons sport dans ce journal et avec fierté où c'est une équipe des Panteros sans complexe qui a battu l'équipe de la Côte d'Ivoire présentée comme obstacle face à nos jeunes fauves. Il a suffi d'une mi-temps et de 3 buts à nos Panteros pour renverser ce géant de la même catégorie des U20 au stade de Monédan de Sibon. Notre reporter sportif maison, Yassine Nicolando, était sur les lieux. 3-0, c'est le score final du match qui a opposé les Panthères du Gabon U20 aux éléphants de Côte d'Ivoire de la même catégorie ce week-end au stade Monédan de Siban, pour le compte de la deuxième journée des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans prévue se dérouler au Niger en 2019. En battant avec la manière leurs jeunes homologues, nos jeunes fauves prennent un pied d'avance sur cette manche. 9e minute, Gabriel Fils Meyemendon coule au portier ivoirien, 1-0. 7 minutes plus tard, Alain Miogo double la mise et rassure la confiance du 12e homme. Les Ivoiriens auraient pu réduire le score à la 35e minute, mais le portier gabonais serein dans sa cage stoppe les ambitions ivoiriennes. Les poulets d'Anissé Yala décident à rassurer la nation tout entière, crucifient la Côte d'Ivoire. 42e minute, Éric Jospin Bekale bat Ngoran Pakom 3-0. La messe était déjà dite. En seconde période, plus rien de spectaculaire ne sera fait malgré les multiples tentatives de la jeune sélection ivoirienne. Les Gabonais restent sereins. Je suis vraiment satisfait, d'autant plus satisfait parce que c'était un stage très difficile. Je redoutais justement, et je l'avais dit, la coupure d'énergie après les 75 minutes. Je crois que ce que vous venez de voir ne m'a pas donné tort.
On espère tout simplement que les choses vont être améliorées parce que le match retour pour la qualification sera bien plus difficile que ce que nous venons d'avoir comme cet après-midi. Je disais, ce n'est pas la nourriture qu'ils auraient consommée la veille ou le jour du match qu'ils utilisent comme énergie. C'est ce qu'ils ont consommé 4-5 jours avant. Et malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Donc moi, je leur tire tout simplement mon chapeau et je crois qu'ils méritent largement profiter de cette victoire parce qu'ils sortent de très très loin, croyez-moi. Le but, ce n'est pas de maintenir, le but, c'est de monter d'un cran encore pour le match retour pour assurer la qualification. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui était votre succès ce matin? Nous, c'était vraiment la détermination. On était plus, si on dit on a gagné, c'est qu'on était plus déterminé qu'eux. C'est pas qu'ils jouent mal, non. C'est juste qu'on était plus déterminés, on avait l'envie d'assurer la qualification chez nous. Est-ce qu'au départ, vous avez dit à votre équipe, c'est avec Camille Côte d'Ivoire en place? Oui, le coach nous répétait ça tout le temps, qu'il faut vraiment la détermination pour gagner ce match. Une option assez sérieuse pour Anissé Yala et ses poulets dans cette première manche, une avance qu'ils iront défendre en terre ivoirienne dans une semaine. Au sortir du match Gabon-Côte d'Ivoire, comptant pour le deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la CAN U20 prévu au Niger, nous avons prêté nos micros aux différents acteurs de la partie. Écoutons-les au micro de Yasser Nicolando. L'équipe gabonaise était une très bonne équipe, c'était une très belle génération. Cette génération mérite sa victoire aujourd'hui. Oui, mais c'est le constat que tout le monde a fait. Mais ce n'est pas un souci, ça arrive. C'est des gamins qui sont à leur premier joute international. Je comprends qu'ils se soient ratés comme ça, mais il ne faut pas les brûler. Oui, on n'arrive pas à scorer parce que l'équipe gabonaise est en place. Déjà avec un avantage de 3 buts, vous comprenez que c'était facile à jouer pour eux. Donc nous pensons qu'à la manche tout, nous allons tout faire pour établir l'équilibre avant de gagner. Si nous jouons comme nous l'avons fait pendant 45 premières minutes, nous n'allons pas remonter les 3 buts, ça c'est clair. Mais si nous allons au-delà de ce que nous avons joué pendant les 45 dernières minutes, c'est possible. Pour le moment, c'est pour l'aspect médical là-bas qui vont me dire, comme ça je vais essayer de faire la glace, tout le temps faire la glace et faire des massages, comme ça je verrai ce que ça pourra donner tout au long de la semaine pour voir si je peux jouer en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je suis sorti en menait 2-0, c'est vrai que je suis sorti en menait 2-0, mais c'est vrai que la personne qui m'a remplacé n'a pas baissé les bras, il se donnait à fond. Et mes coéquipiers aussi n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à travailler, ils ont mis un 3e but et ça m'a soulagé. J'étais très content. Au début quand je suis sorti, ça me faisait un peu mal quoi. Au début quand je suis sorti pour laisser mes coéquipiers à peine, il était à peine 20 minutes. J'ai laissé mes coéquipiers comme ça et ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a beaucoup fait mal. Bon, c'est vrai que les matchs ne se ressemblent pas. La manière dont nous avons débuté le match contre le Togo, c'est pas de la même manière dont nous avons débuté le match contre la Côte d'Ivoire. Le match contre la Côte d'Ivoire, c'est un match de qualification que nous sommes en train de jouer. Félicitations encore à nos Panteros. La 8e journée des championnats semi-professionnels s'est jouée au Prytanée militaire de Libreville avec la victoire de Phoenix sur OIM AB par un score de 38-25. Ulrich Simaïla. La 8e journée du semi-professionnel de handball qui marque également la fin de la phase allée s'est jouée ce week-end à travers le territoire national. À Libreville, 2 rencontres étaient au programme. Au Prytanée militaire en première heure, Phoenix affrontait OIM handball, victoire des locaux 30 buts à 22 après une première mi-temps équilibrée par l'engagement de la jeunesse d'OIM handball qui en seconde période n'a plus eu des ressources face à une formation de Phoenix très expérimentée. J'ai vu les conditions de voyage et ainsi de suite. Je comprends aisément que mon équipe ne tienne pas 1 heure. Vous avez constaté qu'on leur a opposé une opposition farouche en première mi-temps. Nous arrivons à Libreville tout à l'heure seulement à 9 h pour des différents problèmes logistiques liés entre la LINEF et les différents clubs. C'est une équipe, comme je le disais tantôt, qui est toujours en perpétuel mouvement. Il faut pallier le départ de plusieurs cadres qui sont partis et l'arrivée de certains jeunes. Il faut essayer de trouver cette osmose, cette mayonnaise pour que les jours à venir soient meilleurs. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine. Nous sommes en train d'essayer de travailler par rapport surtout à la phase autour du championnat. Comme on a perdu en espérant que les autres qui sont devant fassent de faux pas. Et même si ça devient difficile parce qu'on a beaucoup de matchs, on a très peu de temps de récupération. Ça a été un peu laborieux aujourd'hui, mais il faut comprendre les petits et l'organisme aussi qui prend un coup. Mais sinon,
on a gagné et c'est le plus important. L'autre rencontre qui devait opposer Senior Academy à Salinas de Port-Gentil a été remportée par Senior sur forfait car les joueurs de Salinas n'ont pas réussi à joindre la capitale gabonaise avant l'heure du match. Ce forfait prouve à suffisance le problème d'organisation de la LINEF fustigé par les responsables des clubs, tout en espérant qu'à la reprise de la phase retour, les mêmes situations ne surviendront pas. Quel est le nom originel de la ville de Franceville? Vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression libre. Aliane Mbela a baladé son micro. Allons-y en savoir un peu plus. Le nom originel de la ville de Franceville. À ce cours. Je n'ai aucune idée. Ce sont les Batogoriens, non? Oui, oui, ce sont les Batogoriens, oui, mais le nom originel de la ville de Franceville. Franceville. Pas les habitants. Pas les habitants, je sais pas. C'est quoi le nom originel de la ville de Franceville? Le nom originel de la ville de Franceville, je sais pas. Comment? Son nom originel. À ce coup. Je crois que c'est Maxime. Bonne journée. Le nom originel de la ville de Franceville est Masuku. Merci encore de nous avoir reçus chez vous. Bonne fin d'après-midi et surtout, gardez le sourire.